Et c'est la dernière ligne droite avant le premier tour. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Comment faites-vous venir ou revenir des électeurs de la droite et du centre? Avec quels arguments? On va y revenir. D'abord, Valérie Pécresse, est-ce que vous êtes totalement remise du Covid? Absolument. Oui. Mais ça m'a privé de presque une semaine de campagne à un moment stratégique. Donc effectivement, ça n'était pas confortable. Voilà. Bon, je l'ai pas dit, mais c'est évident, vous êtes candidate à la présidentielle. D'ailleurs, un mot, parce que le Covid revient en force. Il y a presque 200 000 cas, un petit peu moins hier, mais par jour depuis quelques jours. Est-ce que c'est une menace pour la participation? On l'avait un peu oublié, mais est-ce que ça peut perturber Écoutez, des Français j'espère que non, parce que je souhaite que le maximum de Français puissent s'exprimer. C'est le destin de la France qui se joue en avril. Et donc je souhaite que tous aillent voter. avec notamment la confirmation hier par Gabriel Attal que les personnes positives pouvaient aller voter. C'est le Conseil constitutionnel qui l'avait de toute façon formulé. Mais il faudra faire attention aux gestes barrières et je suis bien placée pour en parler. Ouais, et mettre le masque. Donc on verra si ça a un impact sur la participation. L'actualité, Valérie Pécresse, avant de revenir à votre programme, c'est l'affaire McKinsey. Le gouvernement, hier, s'est engagé à faire toute la transparence sur le recours au cabinet de conseil. On rappelle que la facture, ça a été précisé par les ministres, pour 2021 atteint 893 millions d'euros, je crois, de mémoire. Il précise que cette pratique remonte aux années 2000, en particulier entre 2007 et 2012. D'abord, vous, présidente, est-ce que vous cessez tout recours à ce type de conseil et de cabinet de conseil? Mais moi, par définition, moi, je ne suis pas contre qu'on puisse avoir des partenariats entre le public et le privé. Le sujet qui choque les Français, c'est de voir que McKinsey n'a pas payé ses impôts en France depuis 10 ans et que l'associé gérant qui est allé au Sénat a vraisemblablement fait des fausses déclarations sur serment en disant qu'il payait ses impôts en France. D'ailleurs, le Sénat a lancé une plainte là-dessus. Donc, est-ce que c'est normal d'avoir autant de marchés publics? Quel marché? Pour faire quoi? Alors qu'on ne paye pas ses impôts en France. Vous savez, moi, je veux mettre en place un ministre spécifique auprès du ministre des Finances sur les fraudes fiscales et les fraudes sociales, parce que je pense que la fraude, c'est du vol, et je pense qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de récupérer cet argent. Donc, Xavier Bertrand, il y a une semaine sur France Info, chez nos confrères, s'était engagé à ce que vous, Valérie Pécresse, vous cessiez tout contrat avec les cabinets de conseil. Vous nuancez ce matin. C'est pas si simple. Ça dépendra pour quelle mission, mais bien évidemment pas à ces niveaux de montant. D'accord, donc vous ne l'excluez pas. Et d'ailleurs, hier, les deux ministres ont rappelé, ont même souligné que ces cabinets de conseil avaient été très actifs auprès des gouvernements entre 2007 et 2011, notamment pour mener la réforme des universités. Donc c'est une pratique qu'en tant que ministre, vous aviez connue. Ces données sont totalement contradictoires avec celles qui ont été données au Sénat, puisque le Sénat avait demandé à avoir toutes les données sur les recours au cabinet de conseil, et l'État lui a répondu qu'il n'avait aucune donnée fiable sur ces recours remontant à avant 2018. Ouais. Donc on a dit au Sénat qu'il n'y avait pas de données, et aujourd'hui, évidemment, on accuse le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est évidemment une manœuvre de diversion. Moi, j'ai eu recours, effectivement, en 2008, une fois à un cabinet de conseil pour la réorganisation du ministère, pas du tout pour la réforme des universités. La réforme des universités, c'est moi qui l'ai menée en concertation avec les partenaires. Vous ne parleriez pas, pour finir sur ce sujet, contrairement par exemple à Xavier Bertrand, qui avait été très offensif, parleriez pas de scandale d'État? Il a dit c'est un scandale d'État. Ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement semble, dans cette affaire, avoir quelque chose à cacher. On a l'impression que ça n'est pas transparent. Et le Sénat a l'air de dire qu'effectivement, il y a des zones d'ombre. Moi, j'attends la transparence sur cette affaire. Ce qui m'a choqué, c'est surtout de voir que bien Emmanuel Macron n'a pas réformé l'État pendant son quinquennat. Il n'a pas diminuer la dépense publique, bien au contraire, il l'a augmentée. Il s'était engagé à supprimer un certain nombre de fonctionnaires, à rendre l'argent aux Français. Il a fait tout l'inverse. Il a laissé créer des dizaines, des centaines de milliers de postes. Donc, on a augmenté la voilure de l'État et, en même temps, on a dépensé des milliards d'euros avec des cabinets privés. Donc, on a doublement dépensé. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une dette qui est de 1 000 milliards d'euros supplémentaires par rapport à celle d'il y a 10 ans, et que cette dette, eh bien, c'est celle des générations futures, et qu'il faudra la rembourser. Et moi, je m'engage, justement,
à ce qu'on mette en place une trajectoire pour réduire cette dette. Parce qu'il y a 10 ans, François Fillon disait que l'État était en faillite et que aujourd'hui, on a besoin... Vous savez, Emmanuel Macron n'a pas transmis sa trajectoire budgétaire à Bruxelles. On va y venir sur votre trajectoire aussi. Je crains qu'il y ait une addition cachée de ce quinquennat. Mais sur ce dossier McKinsey, vous nous dites ça peut être utile de faire appel à ces cabinets de conseil. Je l'ai fait et peut-être que je le referai. Ne dites pas ce matin, je coupe. Mais par ailleurs, par exemple, quand vous attribuez un marché public à une société privée, est-ce que vous exigez immédiatement d'avoir des preuves de sa vertu fiscale, du fait qu'il paie les impôts? Bien évidemment, c'est la première chose. C'est la première chose qu'il faut faire. Et la deuxième chose, vous le ferez. Oui, bien sûr. Il y aura une règle ajoutée à celle qui existe déjà. Il y aura un ministre de la lutte contre la fraude fiscale et sociale qui utilisera désormais un certain nombre d'outils, notamment d'intelligence artificielle et les algorithmes, pour pouvoir vérifier que les déclarations sont vraies. Et j'ajoute que je réduirai bien évidemment le recours à ces cabinets de conseil parce qu'on a des corps d'inspection qu'Emmanuel Macron veut détruire et en qui j'aurai confiance et à qui je confierai des missions. Voilà. Dans l'administration. Ça peut être un sparadrap pour le candidat Macron. Le sparadrap, c'était le titre du papier du Canard enchaîné hier à propos de cette affaire, c'est-à-dire quelque chose qui va le poursuivre jusqu'à la fin de la campagne et qui peut abîmer sa candidature. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous engager à faire un certain nombre de réformes. Mais pour lui, est-ce que ça peut être politiquement, est-ce que ça peut abîmer sa candidature telle que vous le sentez? Dès que il y a le sentiment qu'Emmanuel Macron n'est pas transparent, dès qu'il y a le sentiment qu'il y a un agenda caché, que ce soit financier, que ce soit politique, évidemment, ça peut gêner la candidature. Et je crois que, vous voyez, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait un gouvernement de 15 ministres avec plus aucun secrétaire d'État et que des hauts commissaires. Ça veut dire que, désormais, le gouvernement ne rendra plus de comptes au Parlement, puisque c'est les ministres qui vont rendre des comptes au Parlement, pas les hauts commissaires. Donc vous voyez, on a l'impression aujourd'hui d'une technostructure, d'une présidence qui prend le contrôle de tout. Il a parlé d'un exécutif fort et d'un Parlement fort. Est-ce que vous continuez de me dire qu'il a copié votre programme? Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un fossé entre le projet d'Emmanuel Macron et le mien. Un fossé sur l'autorité, parce qu'il est dans le déni des problèmes de violence, des problèmes d'immigration, des problèmes d'islamisme. Donc il y a un fossé sur tous ces sujets régaliens. Et puis, sur le sujet des réformes, il a essayé de plagier un certain nombre de mes réformes. Mais c'est du Macron. C'est-à-dire que dès qu'il commence à copier, très très vite, il recule. Je prends un exemple, la réforme des retraites. Il dit, je vais faire la réforme des retraites à 65 ans, ce qui est ce que je propose. Je le propose pourquoi ? Parce que je veux être la candidate du pouvoir d'achat et je ne veux plus qu'aucun retraité qui a une carrière complète parte sans avoir au moins le SMIC net. Et je veux aussi l'indexation automatique des retraites dès qu'il y a 2% d'inflation. Et je veux un minimum retraite à 1 000 €. Et je veux protéger les pensions des veuves, les mettre à 75%. Donc tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va sur une réforme de droite, mais une semaine plus tard, il dit « ce ne sera pas la priorité de mon quinquennat, ce n'est pas la réforme prioritaire ». Alors, donc vous voyez, dès qu'il avance, il recule. Moi, je ne peux pas faire confiance à un président qui est un président du zigzag. Il a été le président du zigzag sur l'énergie, il a été le président du zigzag sur l'agriculture, avec le projet de la ferme à la fourchette, où il a accepté la décroissance agricole. Donc on a eu un président immobile. Donc, je ne crois pas qu'il fera ces réformes. Je ne crois pas qu'il aura le courage de les faire. Quel est votre adversaire? Parce que vous ciblez prioritairement Emmanuel Macron, mais vos concurrents, ce sont Éric Zemmour et Marine Le Pen qui sont devant vous dans les sondages. Je mets à part Jean-Luc Mélenchon, vous ne chassez pas tout à fait sur le même terrain électoral. Non, donc, je crois qu'aujourd'hui, mon adversaire, c'est le scénario écrit par le système. Emmanuel Macron ne veut pas avoir en face de lui une droite républicaine forte, avec un vrai projet de rupture, qui mette en cause son bilan et qui soit puissamment réformatrice. Mais les intentions de vote installent le duel Macron-Le Pen. Il veut l'installer depuis le début. C'est pour ça que j'ai été depuis le début la femme à abattre, et c'est aussi pour ça qu'il a refusé les débats. Il a refusé d'envoyer des ministres débattre avec moi, parce que j'aurais démonté son bilan. J'aurais montré que le bilan
que ce soit sur l'école, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la sécurité, était un mauvais bilan et qu'Emmanuel Macron n'était pas de droite. Alors, les mesures... Vous savez, il y a des usurpateurs et puis il y a la droite authentique que je représente, la droite républicaine. Usurpateurs, c'est qui? Macron et Éric Zemmour qui considèrent qu'ils se réclament des idées de la droite alors que ni l'un ni l'autre ne feront programme de droite que je porte. La droite, c'est moi. La campagne de la primaire s'était beaucoup concentrée sur les questions de sécurité, d'immigration, on s'en souvient. Est-ce que là, vous n'aviez pas fait une erreur? Et de pouvoir d'achat. Moi, est-ce que justement, vous n'aviez pas perdu un peu de temps par rapport à une préoccupation qui, effectivement, en ce moment, structure la campagne? Mais c'est les journalistes qui posaient les questions. Moi, je pense que je suis aujourd'hui la candidate du pouvoir d'achat parce que mon programme est financé, tout simplement. On parle des salaires, des hausses des salaires, 3% oui. dès l'été. 10% de hausse des salaires, 10% de hausse des salaires sur le quinquennat, 3% dès l'été avec la suppression de 30% des cotisations retraite parce que je lancerai la réforme des retraites, des RTT qui pourront être transformés en salaires, la défiscalisation totale des heures supplémentaires et pour les familles, effectivement, des allocations familiales dès le premier enfant. Ah non, mais c'est le pouvoir d'achat pour les familles. C'est un ensemble. Alors, si les entreprises, donc vous dites 3%... Et je pense même aux familles monoparentales, puisque je défiscaliserai les pensions alimentaires des femmes seules qui, aujourd'hui, reçoivent des pensions alimentaires pour leurs enfants. 3% dès l'été pour tous les salariés, et puis à charge pour les entreprises de compléter jusqu'à 10% sur l'ensemble du quinquennat. Avec un donnant-donnant, baisse des impôts de production pour ces entreprises pour qu'elles soient plus compétitives, 10 milliards. Et si elles ne le font pas? Si elles ne le font pas, c'est quand même une question, c'était une de votre première proposition, les salaires, 10%. Si elles peuvent pas, si elles ne peuvent pas, et si elles ne le veulent pas, comment vous l'obligez? Comment finalement vous permettez aux Français d'avoir ces 10%? On fait une conférence salariale tous les ans et on fait des donnants-donnants. Vous savez que moi, ce que je veux... C'est-à-dire? Je veux un choc de simplification. Je veux diviser par 2 la durée des procédures administratives. C'est très important pour les entreprises. Comment vous l'imposez? Ça va. Juste cette question est simple. Je ne suis pas communiste. Je n'impose pas. Je négocie. Et si les entreprises ne le veulent pas, c'est l'État qui, au lieu de faire des baisses d'impôts de production, fera des baisses de charges pour les salariés. Donc vous dites aux entreprises, on vous enlève vos baisses de production? Non, on fera un donnant-donnant. Je vous mettrai en place des conditions de concurrence et de compétitivité qui seront beaucoup plus favorables et je compte sur vous pour augmenter les salaires en retour. Il y a quand même il y a quand même un risque au final que certaines entreprises ne le fassent pas. Écoutez, aujourd'hui, on a 3% sûr en juin. Ça veut dire que pour quelqu'un qui gagne 1 400 €, avec moi, il aura 500 € de plus sur l'année. Et j'ai engagé le dialogue avec les entreprises. Elles s'engagent globalement au national à augmenter les salaires de 2% l'année prochaine. Donc on est déjà, pour 2023, pratiquement à 5% de hausse des salaires. Et il faut aussi garantir le pouvoir d'achat des retraités. C'est pour ça que je veux une indexation automatique dès que l'inflation arrive à 2% pour les retraités. Une question. Vous dites, et c'est pas faux, vous êtes une rigueur budgétaire, sans doute. Deux fois plus, oui, pas d'austérité, surtout pas ce mot. 2 fois plus d'économies que de dépenses, 84 milliards d'économies, 42 milliards de dépenses. Est-ce que la guerre en Ukraine ne rend pas obsolète, à vous comme aux autres, mais c'est vous qui êtes là, ne rend pas obsolète votre trajectoire? On sait déjà, par exemple, la Banque de France dit en 2023, il y aura sans doute plus qu'un petit % de croissance, c'est beaucoup moins que prévu. Comment vous allez faire? Ce que je veux, puisque vous êtes sérieuse. Ce que je veux, moi, c'est décentraliser. Et je veux supprimer les doublons. Aujourd'hui, tout le monde fait tout, à tous les étages. Donc je veux des blocs de compétences. Je veux supprimer les doublons. C'est ce que j'ai fait dans ma région. Et ça n'est pas récessif. C'est juste mieux utiliser l'argent des Français et le leur rendre. Dans ma région, je l'ai fait. Et ça n'a absolument... C'est pas tout à fait ma question. Je vous demande si vous allez réviser votre trajectoire budgétaire compte tenu du fait que les prévisions économiques ne sont pas celles qu'on croyait. Mais je vous dis que je veux quand même mieux dépenser l'argent des Français. Les Français ont le droit qu'on dépense mieux. Ils ont le droit de ne pas avoir 2000 guichets d'aide aux entreprises différents. Donc voilà, malgré la crise, vous le ferez. Vous ne bougerez pas, vous ne vous adapterez pas. Ma trajectoire, c'est une trajectoire qui est vertueuse. Donc je la tiendrai, je continuerai les réformes. Mais ce que je ferai, c'est que je ferai une politique très forte de soutien au pouvoir d'achat des ménages. Ceux qui bénéficient du RSA, fameuse
proposition du RSA conditionné. Et je rends 25 centimes sur les prix de l'essence parce que l'État semble avoir gagné 25 centimes en hausse de taxes et ne rendre que 18 centimes. Vous dites c'est pas assez, 18 centimes, je ferai 25 centimes. Et vous dites semble, parce qu'on n'est pas sûr effectivement de ce que ça rapporte vraiment. Là vous dites encore, le RSA. il n'y a pas eu de transparence sur tout cela. J'avais demandé la transparence, elle n'a pas été faite. C'est pas évident la transparence, cela dit, parce que l'essence coûte plus cher, mais les Français, c'est documenté, en achètent moins, et le temps qu'on ait les additions et les soustractions, en temps réel, c'est pas facile. Oui, non enfin, c'est sur le passé, que je demande. Ceux qui bénéficient du RSA donneront chaque semaine 15 heures d'activité, formation, emploi ou travaux d'intérêt général obligatoires. Obligatoire. Des emplois publics éventuellement, des emplois... Non, c'est les départements qui auront la charge d'amener les bénéficiaires du RSA vers un chemin d'emploi. Donc c'est des emplois de réinsertion qui sont adaptés à la personne et à ses capacités à reprendre un emploi. Ce sont des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Mais dans Revenu de solidarité active, il y a active. Donc il faut les ramener vers l'emploi et c'est normal de demander une contrepartie au RSA. Là encore, Emmanuel Macron a plagié la mesure, mais quelques jours plus tard, il a dit oui, mais avec moi, ce ne sera pas obligatoire. Donc vous voyez, c'est de la fausse monnaie. Moi, j'ai un vrai programme qui reprend un certain nombre des idées de la droite républicaine et je veux les porter haut et fort. Mais pas pour tous. Tous ne peuvent pas. Il y en a qui sont tellement éloignés, il y a des personnes qui sont malades, etc. À ce moment-là, les départements seront juges. Il y a des mères seules qui ne pourront pas à la fois... Non, cette question des mères seules n'est pas la bonne. Aujourd'hui, nous devons aider ces mères seules. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je donne des allocations dès le premier enfant, des allocations familiales dès le premier enfant. Au contraire, on doit aider ces mères seules, faire garder leurs enfants pour qu'elles retrouvent le chemin de l'emploi. Les enfermer à la maison, les enfermer à la maison avec un RSA, c'est au contraire les condamner à la pauvreté et les condamner à ne pas pouvoir reprendre le chemin de l'emploi. Et elles en ont besoin. Donc c'est leur rendre un mauvais service. Est-ce que vous créerez, tiens, à propos, un ministère plein de la famille, comme Éric Zemmour? Non, moi je souhaite aujourd'hui avoir un très grand ministère des Affaires sociales et qui s'occupera aussi de la famille et du handicap. Alors lui, vous vous rappelez, il veut favoriser la natalité dans la ruralité en versant une prime de 10 000 € à la naissance de chaque enfant dont la famille est domiciliée depuis 2 ans dans un territoire rural. Bonne idée? Et moi, je veux favoriser la natalité. C'est une bonne idée, la sienne? Non, je veux favoriser la natalité. En France, aujourd'hui, nous avons 10% de naissances en moins, aussi, et les familles souffrent justement de mal logement. On n'a pas du tout parlé du logement dans cette campagne, on a parlé de pouvoir d'achat. Dans mon projet, il y a la création et la rénovation de 500 000 logements pour les familles, 150 000 logements sociaux, mais aussi la possibilité de devenir propriétaire avec un prêt à taux zéro sur toute la France. Et sur la question des familles, je le dis, ce qui est important, c'est que toutes les familles puissent être aidées dès le premier enfant, et c'est mon projet. Avec 900 € par an, jusqu'à la majorité. J'ajoute que dans les territoires ruraux, on va souvent accoucher dans l'hôpital qui est dans une ville. Donc je pense que cette mesure est une mesure tout à fait gadget. Alors, question, je vous demande une réponse brève. Marine Le Pen réintégrera immédiatement les soignants suspendus car non vaccinés si elle est élue. Et vous ? Je pense que maintenant, si la crise s'éloigne, de toutes les façons, il faudra réintégrer les soignants non vaccinés dans l'hôpital. Nous avons aujourd'hui... Toujours ceux qui ne sont pas vaccinés pourront revenir travailler. Si la crise est derrière nous et si aujourd'hui on considère qu'il n'y a plus de gestes barrières, qu'il n'y a plus de passe sanitaire, je pense qu'il faudra... Donc vous ne le ferez pas entrer ce vaccin par une réforme du Code de santé publique dans les vaccinations obligatoires? Aujourd'hui, le vaccin Covid n'est pas un vaccin obligatoire et aujourd'hui, ce que je veux, c'est que dès que les autorités sanitaires le permettront, on revienne à une situation normale. Vous savez qu'on a perdu aujourd'hui à l'hôpital 10% des lits. Donc il va falloir faire un grand plan de retour des personnels soignants à l'hôpital. Tous les personnels soignants doivent revenir et c'est important, dès que la crise Covid sera derrière nous, qu'on puisse faire revenir tous ces personnels. Moi, je crée 25 000 postes à l'hôpital. Le problème des postes à l'hôpital, c'est non seulement des problèmes de salaire, c'est des problèmes aussi de considération et de conditions de vie. Et je me suis aperçue, quand j'ai géré la crise Covid dans ma région,
que les salles de repos des soignants étaient indignes. Je me suis aperçue que dans l'hôpital, les chefs de service n'avaient pas suffisamment de pouvoir. Donc dans mon programme pour la santé, on redonne du pouvoir aux chefs de service à l'hôpital et on redonne de la qualité de vie aux soignants. Valérie Pécresse. J'avais d'ailleurs financé des salles de repos avec l'association Vous me d'Anne disiez Roumanoff. tout à l'heure, j'étais la femme à abattre. Rien ne vous a été épargné dans cette campagne? Peu importe, aujourd'hui, moi, ce que je crois, c'est que je peux être la surprise du deuxième tour. Si les électeurs de droite veulent un vrai programme de droite qui ramène l'ordre dans la rue et aux frontières, qui est fort et puissant contre le totalitarisme islamiste, mais qui est efficace et qui est républicain et réformateur. Parce que la France a besoin de réformer. Moi, je dis aux Français, on est champion du monde des impôts. Mais nos services publics ne sont pas à la hauteur. Et puis, on a un président qui a divisé les Français. Il les a méprisés. Valérie Moi, Pécresse. aujourd'hui, je veux les rassembler, autant la ruralité que la ville. Je disais, rien ne vous a été épargné, et je pensais dernièrement au fait que Nicolas Sarkozy, non plus, il renonce à venir à votre meeting dimanche. Est-ce que ça changerait quelque chose qu'il vienne? Moi, j'ai été très fière d'être ministre de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça aurait changé quelque chose qu'il vienne? J'ai beaucoup appris avec lui. Mais je pense que les Français, ils votent pour une candidate et un projet pour la France. Donc ça n'aurait rien changé? Ils ne votent pas pour un comité de soutien. Est-ce que ça aurait changé quelque chose qu'il vienne? Je trace ma route aujourd'hui. Je ne me pose pas de questions. Je ne me pose pas de questions. Je l'ai invité par déférence parce que j'invite évidemment une figure tutélaire de notre famille politique. Mais aujourd'hui, celle qui représente les idées de la droite, c'est moi. Et d'ailleurs, ça se voit. C'est le patron de cette famille de droite. C'est le patron de cette famille de droite. Aujourd'hui, la candidate, c'est moi. Et c'est moi qui ai été désignée. C'est moi qui ai été désignée par les Français. Et vous l'aviez invité, il vous a dit non. Oui, mais vous savez, les Français, quand je les rencontre, ils me parlent de quoi? Ils me parlent de leur pouvoir d'achat, ils me parlent de la sécurité, ils me parlent de leur vie quotidienne, ils me parlent de la santé, d'un service public à bout de souffle, ils me parlent de l'école qui n'est plus une école de l'égalité des chances. Et ils me disent, il faut reconstruire la France, Madame Pécresse. Et c'est ça, à ça que je veux m'atteler. Je disais tout à l'heure, vous avez une concurrente devant vous qui est sérieuse, c'est Marine Le Pen. Il y a une petite musique qui monte. Elle ne fait plus peur. Elle fait une bonne campagne. Elle ne fait pas d'erreur. Elle peut gagner le 24 avril. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais je vous le dis, ça fait partie du plan d'Emmanuel Macron qui a été de dédiaboliser les extrêmes pour se retrouver face à eux. Mais parce que c'est son assurance victoire. C'est son assurance victoire, se retrouver face aux extrêmes. Donc, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est montrer que Marine Le Pen, c'est Madame 150 milliards de dépenses non financées. Donc elle peut promettre tout à tout le monde, mais son projet amènera les Français à la discorde et aussi à la faillite économique. Est-ce qu'elle peut gagner ? Si la démagogie rentre dans cette campagne, tout est possible. Moi, je veux un programme sérieux, construit, qui réponde et qui apporte des solutions aux Français. Et c'est ça que les Français veulent. J'entends bien. Ils veulent quelqu'un qui va faire, pas quelqu'un qui veut plaire. On a deux candidats qui veulent plaire, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Moi, je fais. Je dis ce que je fais avant et je fais après. Et j'ai le courage de dire la vérité. Ils veulent plaire et c'est-à-dire vous qu'il va falloir faire des réformes. Alors, une question de clarification, Valérie Pécresse. Si elle est au deuxième tour face à un adversaire et qui n'est pas vous, est-ce que vous pourriez voter pour elle ? Madame Martichoux, je viens de vous dire que je veux être la surprise de ce deuxième tour, donc je veux me qualifier. Valérie Pécresse, vous êtes chiracienne. Si on avait posé la question à l'époque à Jacques Chirac, la réponse aurait fusé. Est-ce que vous pourriez voter pour Marine Le Pen ? Madame Martichoux, que ce soit Jacques Chirac ou que ce soit Nicolas Sarkozy, jamais un candidat à la présidentielle ne se projette dans un deuxième tour en se disant qu'il n'y sera pas. Moi, j'y serai. J'y serai parce que les Français sont très hésitants. Les Français sont hésitants. Et aujourd'hui, les sondages ne veulent rien dire parce que les Français sont libres et ils peuvent voter qui ils veulent dimanche 10 avril. Et ce jour-là, moi, je les appelle à voter pour une droite sincère, une droite qui ne ment pas, une droite qui n'est pas dans le zigzag. J'entends ce que vous dites, mais c'est une question de principe. Et une droite qui va faire des réformes, pas une droite qui débauche et qui recopie et qui plagie mal. Pardon, mais certains, en vous entendant, peuvent se dire ça veut dire que c'est pas exclu. Mais Madame Martichoux, je sais prendre mes responsabilités quand il le faut. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas du tout celle-là. La situation aujourd'hui, c'est celle d'une candidate qui a été empêchée de faire campagne pendant une semaine par la Covid et qui aujourd'hui
revient sur le devant de la scène pour dire si vous voulez vraiment des solutions et si vous voulez quelqu'un qui va mettre en œuvre un vrai projet pour la France, pour vous donner du pouvoir d'achat et de la sécurité, il faut voter pour Valérie Pécresse. Quand vous avez été élu à la primaire, vous êtes venu devant les militants dire vous avez eu l'audace de désigner une femme qui pourrait être présidente de la République. C'est une corde sur laquelle vous jouez peu. Et pourtant, moi, ce que je veux, c'est que ça change les choses pour les femmes de m'élire. C'est pour ça que j'ai proposé une justice spécialisée pour juger enfin les violences intrafamiliales dans les 72 heures. C'est pour ça que je m'occupe des femmes, des familles monoparentales et de leur défiscaliser leurs prestations familiales. C'est pour ça que je fais de la santé des femmes, ma grande cause du quinquennat. Écoutez, et que je m'occupe des familles et de la conciliation de la vie familiale et professionnelle. Mais être une femme n'est pas en soi la seule qualité. Mais si on m'élit, ça changera quelque chose pour toutes les femmes de France et pour la conciliation de leur vie professionnelle et familiale. C'est dit. Merci Valérie Pécresse d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous.